Bienvenue à tous, le décryptage de l'actualité par les journalistes sur le plateau du Forum de la rédaction. Encore une fois, merci de suivre ce plateau qui vous permet de mieux comprendre l'actualité, opinions, commentaires, analyses des journalistes et bien sûr plusieurs rédactions représentées sur ce plateau pour faire donc pour revenir sur quelques faits d'actualité. Nous allons évoquer certainement encore une fois bien sûr la pandémie qui fait l'actualité, que ce soit au Bénin, mais également au plan international, en parlant bien sûr de cette molécule qui a des effets, en tout cas pour le moment, efficaces contre la pandémie, puisque c'est expérimenté dans plusieurs pays et au Bénin également, ça a été expérimenté, c'est-à-dire bien sûr de la chloroquine. C'est une interrogation. Alors, on peut se demander alors, lutte contre le Covid-19 au Bénin, la chloroquine comme traitement de base, c'est une interrogation. Mes deux confrères qui sont invités auront donc le temps de répondre à partir de leurs analyses à cette interrogation. Nous allons parler surtout de l'actualité juridico-politique, si vous le voulez très bien. Le Bénin qui s'est retiré du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qu'elle analyse. On vous signale que la Côte d'Ivoire, bien sûr, a suivi le Bénin dans cette décision. Nous aurons donc le temps également de l'évoquer sur ce plateau. Justice et politique en Côte d'Ivoire, que dit de la condamnation de Guillaume Soro, qui a dit ceci: l'état de droit est définitivement enterré par Alassane Dramane Ouattara suite à sa condamnation, 20 ans de prison, et bien sûr qui est donc le parquet ivoirien contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, candidat pour la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, présidentielle d'octobre 2020. Voilà donc les sujets qui feront le menu de ce plateau du Forum des rédactions. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Hippolyte Wanou, bonsoir. Connaissez, bonsoir. Bonsoir nos amis téléspectateurs et téléspectatrices de DEN TV. Le directeur de publication du quotidien Nouvelle Élite. Bien sûr. Je reviens à vous tout à l'heure. Anno-Mori Agua, bonsoir. Bonsoir Connaissez, bonsoir aux téléspectateurs de DEN TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Voilà, je ne vous présente plus. En tout cas. Je ne dirais pas journaliste certifié. Pas Yves. Pas la hack. J'ai lâché le mot. Ça, c'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. Qui a pris sa carte de presse ce matin, c'est ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, donc journaliste certifié par la haute autorité de la communication. Voilà. En face de vous, donc, Hippolyte, oui, Nouvelle Élite, c'est un quotidien, rapidement, hein, juste. Oui, Nouvelle Élite, c'est un quotidien béninois d'information, de publicité et d'investigation. D'accord. Oui. Alors, donc, vous êtes sur tous les sujets ou c'est... On est sur tous les sujets, sur toutes les actualités, voilà. et politico, et culturelles, et économiques, beaucoup santé. On parle de tout quand même dans le journal. Ben c'est justement à cause de ça qu'on vous a invité, puisque vous parlez d'actualité comme nous autres également, sur ce plateau du Forum de la rédaction. On va commencer par le tout premier sujet, lutte contre la Covid, ou bien le Covid-19, en tout cas au Bénin. Je dis toujours, et je le rappelle, c'est une situation où bien la pandémie est toujours sous contrôle dans notre pays, à Anno-Mori Agua, parce que jusqu'à présent, on n'a pas atteint la centaine de cas. On est toujours autour de 60-64 cas au Bénin. Effectivement, on est autour de 64 cas selon les chiffres déclarés par le ministre de la Santé tout récemment, il y a quelques jours. Et donc, oui, la situation est contrôlée par le Bénin. Vous avez vu, ça a été reconnu sur le plan international par d'autres experts qui ont trouvé que nos dirigeants ont été intelligents. Il y a d'autres pays qui ont commencé par imiter le Bénin, comme le Burkina Faso. Et donc, quand même, il faut féliciter nos gouvernants pour avoir été très rapide, très agile sur la protection, surtout la prise de décision face à cette pandémie. D'accord. Hippolyte? Oui, Connaissez, je pense que, comme le disait tout à l'heure le doyen Moril Agua, le gouvernement est en train d'œuvrer quand même pour endiguer le mal. Parce que, souvenez-vous, on a eu à faire des émissions ici où nous étions tous sceptiques par rapport au plateau technique qui était vraiment défaillant dans nos pays africains. Mais à la survenance quand même de la pandémie sur notre territoire, on a vu que le gouvernement béninois s'est décidé
à essayer de lutter, c'est-à-dire à mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre cette pandémie-là. Et je pense que l'option que le gouvernement a fait est celle de faire usage de la chloroquine pour traiter le mal et est en train de montrer son efficacité. Et tous ceux qui ont été guéris au Bénin, qui ont souffert de ce mal, ont été guéris par la chloroquine. Et nous savons que quand c'est ce médicament qui est utilisé dans le monde entier, et ça a commencé par être un peu rare et dans les usines de pharmacie, dans les officines de pharmacie également. Mais le gouvernement a dû prendre des décisions pour subventionner ce médicament. Au point aujourd'hui, quand on va dans les pharmacies, on peut trouver ça, voilà. C'est disponible à 500 francs seulement. Et c'est quand même à la portée des citoyens lambda. C'est vrai que si vous étiez un pharmacien, on allait vous appliquer. Non, mais quand même, les tarifs publicitaires. Oui, nous savons que c'est une pandémie qui sévit et il faut que les citoyens puissent être informés. Et face à ce mal, si quelqu'un arrive à en souffrir, qu'il puisse savoir quelle alternative il faut trouver. C'est en bas de ça que j'ai dû lâcher le prix que le gouvernement même a fixé officiellement aux pharmaciens et qui sont agréés par le ministère de la Santé publique. D'accord. Anno Moyagua, la chloroquine qui a montré quand même ses effets positifs, que ce soit en France et dans d'autres pays, mais également au Bénin ici. On se rappelle également des témoignages du ministre burkinabé qui a souffert de corona et qui a utilisé justement ce produit-là aussi, la chloroquine, et qui a fait des témoignages sur une chaîne au Burkina aussi, la chloroquine qui, aujourd'hui, qu'en dites-vous, Anno Moyagua? Il faut reconnaître quand même que le coronavirus sévit en Chine depuis fin 2019 et que donc pour pouvoir attendre un vaccin, il va falloir attendre encore longtemps parce que un vaccin, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à l'obtenir. Alors, que faut-il faire alors face à cette pandémie qui gagne du terrain? Vous le savez, dans les pays africains, précisément au Bénin, nous étions déjà habitués à cette maladie-là qui était le paludisme. Et la chloroquine a été quand même un médicament déjà utilisé. Entre-temps, ça fait déjà plusieurs années avant que ce médicament ne soit retiré du marché pour prévenir le paludisme au Bénin. Oui, c'est vrai que ce n'est pas sans conséquence sur certaines personnes. La chloroquine, aujourd'hui, on remarque qu'en Europe, par exemple, précisément en France, c'est le docteur Raoult, le docteur français, qui a été le premier à parler de la chloroquine. Il a été rabroué par les Français. Plus tard, le président français a reconnu donc ses recherches et allait le saluer. Aujourd'hui, la chloroquine, donc, le gouvernement français a vu l'importance et l'utilité de la chloroquine et donc, on peut le dire, on le sait, la chloroquine aujourd'hui a été commandée et mise à disposition des militaires français et des agents de santé. Pourquoi pas la chloroquine au Bénin, si nous savons que nous ne pouvons pas attendre ce vaccin, comment devons-nous faire alors pour prévenir le coronavirus? On a vu, est-ce que c'est dans l'optique là de prévenir le coronavirus, d'endiguer le mal que le gouvernement a commandé plusieurs tonnes de chloroquine? On a tendance à dire oui, puisque la chloroquine aujourd'hui a fait ses preuves ailleurs, ça veut dire qu'elle peut faire ses preuves également ici. Ça veut dire que si on l'utilisait pour prévenir le paludisme, ça veut dire qu'on peut toujours l'utiliser si c'est ça qui doit guérir, par exemple, le coronavirus. On peut donc l'utiliser à titre préventif sans en abuser. Mais il faut reconnaître quand même qu'il faudrait que les patients puissent, ou du moins ceux-là qui veulent utiliser la chloroquine à titre préventif, puissent recourir aux médecins, puisque c'est un médecin pour voir un peu leur état de santé et tout. Est-ce que pour que les médecins puissent les aider. Et d'ailleurs, le gouvernement a déjà pris les précautions anticipées en disant c'est sur prescription médicale et non les individus qui puissent se lever, se rendre dans des coins donnés. Il faudrait l'éviter pour ne pas en abuser parce que en tout cas, aujourd'hui, en tout cas, au niveau de la planète. Ce que je veux compléter par rapport à ce que Maurice Lagua a dit, c'est que la thérapie de la chloroquine là
comporte un certain intérêt par rapport aux résultats dû à son efficacité, à l'inconvénient que cela n'a pas sur la santé, aussi à sa disponibilité. Donc, ça veut dire que l'option que le Bénin a fait, telle que le disait tout à l'heure Maurice Agua, le Bénin a déjà fait ses preuves avec la chloroquine. Sinon, tous ceux qui étaient guéris, le ministre l'avait martelé plusieurs fois que c'est à base de la chloroquine qu'ils ont été traités et guéris. Donc, c'est le lieu quand même de remercier le gouvernement du président Patrick Talon qui a vite compris et qui a dû diagnostiquer de façon acceptable et a trouvé le remède nécessaire pour que nous puissions vite conjuguer au passé ce mal. Sinon, si le Bénin n'avait pas, c'est-à-dire vite, détecté la chloroquine comme remède efficace, je pense que ce qui s'est passé dans les pays développés comme la France et la Chine, l'Italie, l'Espagne, l'Amérique, voilà. Donc on allait aussi faire partie de cette vague-là. Donc c'est le moment quand même de féliciter le gouvernement, de féliciter aussi le ministre et professeur Kompati qu'on ne connaissait pas trop du plus comme ça, mais qui est en train de démontrer techniquement attendons la fin de la pandémie. Non, quoi qu'on dise, ça dit, il faut le féliciter. Sinon, tel que la situation évolue, et nous avons foi que d'ici peu, on va conjuguer la pandémie du coronavirus au passé dans notre pays. D'accord. Et vous avez vu, il faut reconnaître ce que dit mon confrère Hippolyte, puisque déjà le gouvernement a corsé maintenant les dispositions. Depuis 2 jours, nous sommes passés au port systématique de masques. Non seulement, ce n'est pas seulement dans les cordons, dans les zones, dans le cordon sanitaire, mais sur toute l'étendue du territoire national. Et vous avez vu le déploiement des forces de l'ordre, des forces de sécurité qui surveillent presque les populations pour voir si vraiment on respecte les mesures. Ça montre la détermination du gouvernement à en découdre avec le mal qu'est le coronavirus. Et ça, ce n'est pas juste pour trop féliciter le gouvernement, mais j'ai suivi un Béninois, même s'il n'est pas au pays, sur une chaîne américaine le week-end dernier, qui a justement apprécié la façon dont les autorités béninoises gèrent cette crise-là, la façon dont elles ont maîtrisé cette crise-là par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays africains, même à l'extérieur du Bénin. Donc, pas forcément que je m'inscris dans cette votre démarche, je te dis merci, mais quand même, il faut reconnaître l'effort de nos autorités, mais également le sens de, comment je vais dire, de civisme des populations, des citoyens qui ont compris les gestes barrières aujourd'hui. Quand vous passez n'importe où, se laver les mains, les masques et autres, c'est entrer dans les habitudes. Et ça également, il faut féliciter les médias, les autorités, mais également la population. Oui, c'est le lieu de féliciter tout le peuple béninois qui a compris qu'on ne pourrait lutter efficacement contre cette pandémie qu'en respectant les mesures barrières qu'a prises le gouvernement. Et je pense qu'au-delà du Bénin, d'autres pays sont en train de féliciter le gouvernement béninois par rapport à sa manière de gérer la pandémie. Et j'en ai pour preuve le président d'une association internationale qui a été reçu sur une chaîne française, l'a dit ouvertement que le Bénin est en train de gérer mieux la pandémie par rapport à son pays, la France. Et il y a d'autres félicitations aussi qui fusent de partout, qui adressent un satisfait total au gouvernement. Et c'est le lieu quand même de dire aux citoyens que la pandémie n'est pas encore conjuguée totalement au passé. Nous allons essayer, tel qu'on a déjà mis les mesures barrières comme réflexe, qu'on continue correctement de les respecter. Et je pense qu'ensemble, nous allons quand même conjuguer cette pandémie-là au passé. Alain Moyagua. Oui, je pense que l'essentiel a été dit. Nous devons maintenir le cap. Les populations doivent continuer d'adopter les comportements barrières pour lutter contre ce virus-là. Et aussi, même si nous arrivons à barrer la route au coronavirus, que ces habitudes inculquées par le coronavirus demeurent
et que nous continuons à maintenir les systèmes de lavage des mains devant les ateliers, les bureaux et tout ce qu'il faut, aussi pour nous aider à moins nous déparasiter, parce que tellement on se salue, on prend des microbes chez les autres, tout, et donc ça créait beaucoup de malades, ça conduisait à beaucoup de maladies dans le pays. Je pense quand même que si on maintenait ce système, on aura moins de malades chez nous au Bénin. Mais je sais que certains ne sont pas d'accord avec vous quand ils vont penser aux habitudes générées par le cordon sanitaire, puisque les lieux de plaisance ont été fermés. Non, je ne parle pas, de la fermeture des lieux de plaisance. On va continuer, les bars vont ouvrir, on va ouvrir tout ce qui est fermé, les écoles et tout, mais qu'on continue par se laver les mains, et voilà. On va continuer par prendre de la bière. Voilà. Oui, par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, je pense qu'à partir du 11 mai prochain, les écoles vont reprendre. Et nous passons par ici quand même pour dire au gouvernement de prendre les mesures adéquates. Parce que nous constatons que dans une salle de classe, on peut trouver jusqu'à 100 élèves, 120 élèves. Mais face à cette pandémie, il y a l'une des mesures qui nous agit la distanciation. Mais qu'est-ce que le gouvernement a prévu faire sur ce terrain-là? Donc il va falloir que le gouvernement cherche quand même des palliatifs adéquats pour qu'à la reprise là, pour que ces mesures-là puissent être entrées en habitude, on dit, dans les habitudes du moins, dans les écoles et universités dans notre pays, le Bénin. Je pense que vous posez un problème très important, mais ce n'est pas sûr qu'on puisse trouver des solutions immédiates à ce problème-là, quand même pertinent que vous posez, puisqu'il faut d'abord avoir suffisamment de salles de classe avant de penser à suffisamment de bancs. Voilà. Ça va induire beaucoup plus de bancs, beaucoup plus de salles de classe, alors qu'à Calavi, ici, tout près, on sait qu'il y a des élèves qui manquent de classes, de bancs. Et pour faire cours dans une autre salle, il faut aller déplacer les bancs d'une salle là-bas à une autre. Et que c'est des partis politiques comme l'UDBN qui sont allés à la rescousse tout récemment pour offrir des bancs. Donc, nous pensons quand même que, véritablement, oui, le gouvernement peut penser, mais ce n'est pas de maintenant à mai qu'il faut construire d'autres salles de classe, surtout quand il s'agit des écoles privées. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais par rapport à ce qui se passe là, le gouvernement a débloqué des milliards. Quelles mesures faut-il prendre alors? Je suis d'accord, mais les enfants passaient plus d'1 mois pour les congés de Pâques. On pourrait prendre cette période-là pour chercher des solutions plus ou moins réalisables par rapport à la reprise des classes. Oui, on a entendu un syndicaliste parler de reprise par vague. Il y a un syndicaliste qui a parlé de reprise par vague. À cette opinion, où on peut faire une reprise par vague. On faisait les classes volantes quand on était au collège. Ouais. On peut mettre ces mesures-là en application. Oui, mais s'il faut prendre le cas des universités où il y a plus de 1000 étudiants, mais 2000 étudiants dans l'application a tendance à être un peu compliqué. Dans les marchés, par exemple, et quand les lieux de culte vont reprendre également, vous voyez, c'est ça justement. De toutes les façons, ça dépend de l'évolution, de la propagation. Tout ce que nous disons, nous félicitons le gouvernement pour ce qu'il avait à faire jusqu'à présent. Et nous leur demandons tout simplement d'essayer de trouver encore d'autres mesures à mettre en application lorsqu'on va reprendre les classes, lorsque les églises seront encore ouvertes. C'est tout ce que nous demandons. Je crois que c'est tellement le comité qui a en charge la gestion de cette crise sanitaire mondiale, en tout cas au Bénin, saura donc apporter les solutions qu'il faut en son temps aux problèmes posés. Nous allons passer rapidement ce sujet-là et nous retrouver sur le terrain politique. Le Bénin qui s'est retiré du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Arnaud Moriagua, nous avons suivi l'actualité suite donc à cette décision du 17 avril dernier de la CADP qui ordonnait donc la suspension du processus électoral en cours au Bénin. Les autorités béninoises ont réagi, voilà, c'est simplement en déclarant donc le retrait du Bénin du protocole de la CADHP. Quelles sont vos réactions par rapport à cette actualité? Oui, c'est une information qui est tombé, qui a peut-être créé une surprise générale au Bénin que d'apprendre que le Bénin s'est retiré du protocole, de ce protocole-là qui concerne bien sûr, qui permet aux citoyens béninois de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
c'est vrai que nous, moi personnellement, nous avons eu à faire le débat sur l'un de nos plateaux ici au studio. Et puis, en off, on a dit que la seule solution qui restait au Bénin est de se retirer. On a dit que le Bénin risque de se retirer de ce protocole. Ça n'a pas fait 2 jours, effectivement. C'est ce à quoi nous avons assisté. Oui, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce n'est pas pour la première fois que cette Cour prend des décisions. La dernière qu'elle a eu à prendre était celle-là qui devrait nous amener à ne pas organiser les élections du 17 mai prochain, ce qui ressemblait un peu à une ingérence, à une mise en cause de la souveraineté de notre État. Je ne sais pas si c'est le protocole qui leur en donne le droit. Les prérogatives. Mais les prérogatives, merci. On constate quand même que finalement, ce n'était pas véritablement cette raison qui a amené le Bénin donc à se retirer de ce protocole, du dit protocole. Il s'est fait qu'il y a eu déjà une situation antérieure où dans une affaire qui a opposé un particulier qui a fait de prêts auprès d'une banque au Bénin, et qui n'a pas remboursé les prêts, la banque a fait les procédures et l'immeuble appartenant à la société, à l'individu qui a fait les prêts a été saisi. L'individu qui a son tour maintenant saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, comme nous l'a expliqué le ministre de la Justice, qui donc donne presque raison à cet individu-là face à une telle situation. De loin, certaines personnes apprécient certaines décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples comme des décisions bancales. Et donc, ça fait que, par exemple, pour corroborer mes idées, aujourd'hui, on voit bien que dans plusieurs pays qui nous entourent, comme la Côte d'Ivoire, on vient de l'apprendre avant de venir sur ce plateau, que la Côte d'Ivoire également s'est retirée de ce protocole. La Tanzanie et le Rwanda, je pense que je ne me trompe pas, l'avaient déjà fait. Bien avant le Bénin. Bien avant le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu une situation qui, quand même, ne fait pas du Bénin un pays qui refuse son appartenance ou son adhésion à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, pour vous, à travers cette décision, est-ce que, pour conclure, oui. Est-ce que... Pour conclure avec moi. Pour conclure, mieux comprendre vos arguments. D'accord. Est-ce qu'à travers cette décision, le Bénin réaffirme sa souveraineté ou sa volonté de piétiner les droits de l'homme? Ah, c'est une question pertinente. Le Bénin, pour vous, réaffirme sa souveraineté. C'est une question pertinente que vous venez de me poser. Le Bénin réaffirme sa souveraineté. Voilà. Non seulement sa souveraineté, mais son autorité. Son autorité. Le Bénin pense quand même que il y a des décisions qui, quand même, on a de hauts juristes dans le pays, mais bon, qui ne sont pas vraiment ce que ça doit être. Je ne sais pas quelle forme de justice, quelle forme de justice ou quelle forme de droit est dit par la Cour africaine des droits de l'homme. Et donc, ça dérange un peu certains hauts dirigeants béninois. Et donc, certainement qu'ils ont mûri la décision avant de la prendre. Et donc, désormais, un citoyen béninois ne pourra plus saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons des juridictions chez nous au Bénin, on peut les saisir et tout. Et ce n'est pas pour la première fois, d'ailleurs, que des instances internationales prennent des décisions pareilles contre le Bénin. Mais le Bénin ne s'est pas retiré de ces instances-là. Et en tout cas, il y a mal donne. On pense quand même que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples aussi doit revoir un peu, parce que le Bénin n'est pas le seul finalement. On se dit si vous claquez la porte et puis
mon confrère Hippolyte claque la porte, moi ensuite on se dit, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faudrait qu'on sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ce n'est pas le Bénin qui exagère et que vraiment il va falloir revoir cette façon de faire, revoir mieux ce genre de protocole, les décisions plutôt qui fâchent. D'accord, Arnaud Mouyagua, merci d'avoir donc clairement, bien sûr, analysé et affiché votre position. Mais Hippolyte Ouanou, est-ce que quand la démarche des autorités béninoises, est-ce qu'en partant déjà des plaintes de l'opposant dont il est question, béninois dont il est question, à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et la décision, la réaction du côté béninois, les citoyens ne pourront plus saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme, est-ce qu'on ne s'enfonce pas en matière de recul des droits de l'homme au Bénin? Bon, a priori, on peut l'affirmer qu'il y a recul en matière de la préservation des droits de l'homme dans notre pays. Mais avant de répondre convenablement à cette question, il va falloir que nous puissions nous interroger sur la crédibilité de l'institution panafricaine qu'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quand nous prenons le caractère juridictionnel d'une Cour, la Cour doit être impartiale. Mais nous constatons, par rapport au fait que le doyen Moril a relaté tout à l'heure, que la Cour africaine, dans ses prises de décision, est souvent... prend des décisions ciblées. Donc ciblées. Dans la mesure où, comment peut-on comprendre qu'une entreprise libanaise a fait des prêts, plus de 15 milliards, auprès d'une institution bancaire, qu'elle n'a pas pu honorer, l'institution a saisir une juridiction nationale, au plan national, et on lui a donné raison. Et l'immeuble qui a été mis en hypothèque pour le prêt a été saisi. Maintenant, la partie, comment dit, défenderesse, saisit maintenant la Cour africaine, on donne raison à cette entreprise, à cet individu-là, mais à cette personne morale. Il y a mal donne. Il y a vraiment mal donne. On ne peut pas le dire. Mais celui qui n'a pas mis pied à l'école, qui ne connaît même pas les prémices du droit, doit savoir que c'est une décision qui ne vient pas économiser. Ça ne va pas. Quand nous prenons la deuxième décision qui a été prise à l'encontre du Bénin, ces derniers temps-ci, on a dit que l'État béninois s'oppose à un individu, à un citoyen béninois. Le citoyen a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Cour a semblé donner raison à cet opposant, mais à ce citoyen-là. Maintenant, on ordonne au Bénin de suivre un processus électoral. Mais quand il y a un processus électoral, ça fait partie des indices qui montrent la vitalité démocratique d'un pays. Mais ça ne va pas. Mais cette Cour est en train de fouler au pied la souveraineté de l'État. Mais un État, elle est la toute-puissance. Donc, elle est un État est le tout-puissant, du moins, est le tout-puissant. Donc, il y a mal donne. Il va falloir quand même que la décision que les autorités béninoises ont prise, c'est une décision qui vient plus ou moins à point nommé. Je dis plus ou moins dans la mesure où ça dit, le gouvernement a bien mené les réflexions telles a dit Moril Agua avant de prendre la décision. Mais cette décision ne protège pas en quelque sorte le citoyen que nous sommes. Alors, si vous êtes brimé par aujourd'hui, le pays, c'est si le cas d'Ajavon qui est là. Mais à qui le prochain tour? Ça peut être vous, ça peut être moi. Mais c'est notre cas, c'est nous qui subissons, comment dire, ces gens qui subissons du coup le bafouement des droits fondamentaux de l'homme comme ça, et qu'on ne donne pas raison, qu'on ne trouve pas réparation de nos produits subis, n'en seront pas d'accord. Et le troisième point que je vais évoquer ici, c'est que la décision vient dans une période qui n'est pas trop acceptable. Pourquoi le dit? Parce que c'est tout juste après la décision de Ajavon. C'est-à-dire la décision qui donne raison à Ajavon, bon, que l'État de ce soir... Pas tout à fait, pas tout à fait. Non, parce que on n'a pas étudié encore le dossier à fond. Non, voilà, pas tout à fait. Oui, qu'on a de ce soir. Voilà. Mais en principe, quand le gouvernement est en train de... dossier, voilà. Oui, quand le gouvernement est en train de nous d'expliquer aujourd'hui les raisons pour lesquelles ils se sont retirés, que le Bénin se retire du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples,
on devait aussi évoquer ce cas. Ça, là, parce que pour le citoyen lambda, quand le Bénin dit, quand on a appris, nous qui sommes même les hommes des médias, quand on a appris que le Bénin s'est retiré de ce protocole, alors que c'est justement pas à cause de cette décision. Voilà. Mais quand le gouvernement est sorti, ils ont mis de côté catégoriquement cette décision. Ils ont parlé d'une affaire qui oppose une entreprise libanaise à une banque qui est sur le territoire béninois. Donc, on devait élucider plus que ça pour éclaircir plus ou moins les citoyens, pour qu'on puisse comprendre correctement les raisons qui sous-tendent ce retrait-là. Voilà. Alors, donc, il y a un quatrième point que je vais évoquer. Je vais évoquer aussi ce que je vais évoquer, ça trait aux États africains. Nous voyons aujourd'hui que nos États ne sont pas prêts pour s'intégrer, parce que c'est une cour d'intégration africaine. Nous ne sommes pas prêts pour s'intégrer. Et chaque État membre peut prendre les décisions qui lui plaisent. Je vais donner cet exemple. Regardez la fermeture de la frontière bénino-nigériane depuis là. Or, selon les accords, selon les accords de la CEDEAO, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Même si le Nigeria devait fermer ses frontières, et cette frontière du moins, il devait avoir le flair quand même de tenir informé les autorités béninoises, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent, alors que nous appartenons à un même espace économique. Donc, nous allons essayer de voir, c'est-à-dire nos dirigeants doivent revoir la manière dont ils s'associent, la manière dont ils adhèrent au protocole, la manière dont ils font les accords de ratification et consorts avant de prendre les décisions. Donc, c'est tout ce que je veux dire par là, et je pense que cette décision que le gouvernement vient de prendre est plus ou moins, je le dis bien, plus ou moins la bienvenue. Et son ami, juste nos amis de la Côte d'Ivoire, nous ont emboîté le pas. Et tout à l'heure, je pense. Nous allons en parler dans un instant. Mais il y a quand même quelques semaines, cette Cour a pris une décision par rapport quand même aux plaintes de l'ancien président Boni Yayi. Il a pris une décision qui a été appréciée justement par les autorités béninoises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé si, au point où cette Cour aujourd'hui, on en arrive à douter de la crédibilité? Est-ce que c'est quand des décisions arrangent un camp donné que la Cour est appréciée ou à Nomoriagua? Je commence par vous. Vous parlez d'une décision prise par la Cour qui a été apprécié concernant le président Thomas Boni Yayi. La Cour qui a débouté Thomas Boni Yayi quand il est resté en confinement anticipé. Cette décision pourrait également surprendre, puisque Boni Yayi, lorsqu'il reste en confinement durant, c'était près de 50 jours ou plus de 40 jours. La Cour ne lui a pas donné raison et puis en ce moment quand même, la Cour a été appréciée. Est-ce que c'est quand les décisions n'arrangent pas? Non, normalement la Cour, dans ces conditions où vous allez en confinement involontaire, comme ce fut le cas du président Thomas Boni Yayi, normalement on devait considérer que il a droit à sa liberté. Et donc, on pourrait espérer, si le président a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est parce qu'il espérait avoir justice. Puisque, qu'on le veuille ou non, il a été privé, de liberté. On pourrait s'attendre à ce que la Cour lui donne raison pour lui dire, ah oui, vos droits ont été violés dans ces conditions. Mais à la grande surprise, on constate que la Cour le déboute et ne lui donne pas raison. Et oui, ça a été applaudi. Bon, je ne sais pas qui sont ceux qui ont applaudi cette décision, mais moi, je n'ai pas applaudi cette décision. La Cour, cette Cour-là crée des confusions terribles. Voilà, c'est justement dans nos têtes. Puisque tout à l'heure, je vous ai entendu parler de est-ce que les droits humains ne sont pas violés. Les droits humains, qu'un individu qu'on prend et qu'on oblige à être confiné et chez lui pendant 50 jours par rapport à un individu qu'on empêche par exemple d'aller à une élection, je ne sais pas, si on voit les décisions prises, je vous ai dit, je ne veux pas répéter ce mot bancal, mais bon, on ne comprend pas comment cette Cour-là
prend cette décision et comment, quel droit cette Cour-là applique. Donc, franchement, quand on met cette décision-là ensemble, on a tendance à vouloir donner raison à ces pays africains qui se retirent de ce protocole. Oui, justement, ce que disait Maury Agua, j'adhère à ces propos, c'est que nous constatons que certaines décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples là, suscitent souvent de vives préoccupations en raison des incongruités que cela comporte. Vous avez vu, un temps, la Tanzanie a claqué la porte, et le Rwanda, la Tanzanie, qui abrite même le siège de l'institution panafricaine. C'est sur le territoire tanzanien que la Cour même est érigée. Et pourtant, la Tanzanie a claqué la porte. Il y a le Rwanda, et notre pays est parti, et hier, la Côte d'Ivoire l'a suivi par la grande porte. Donc, ça ne va pas. La Cour doit essayer de revoir pour éviter sa récurrence et sa réitération dans les dérapages. Oui. Donc, il faut que, au niveau de la Cour, qu'on donne plus de crédibilité aux décisions. Et c'est par rapport à ça que je voudrais quand même apprécier notre chef d'État qui est en train d'envisager et faire une proposition à ses pairs de l'Union africaine pour qu'on puisse créer une cour de justice pour l'Union africaine. Pour pouvoir corriger tout ça peut. En tout cas, ce qui ne va pas est-ce que le Bénin, est-ce que la Côte d'Ivoire a suivi l'exemple du Bénin ou la Côte d'Ivoire suit aujourd'hui l'exemple du Bénin dans beaucoup de choses? Bon, c'est pas moi de le dire, mais je voudrais dire une chose. Je voudrais aussi ajouter quand même que ces façons de procéder des pays africains qui consistent à se retirer de certains protocoles signés par eux-mêmes, quelque part, nous déshonorent un peu, puisque c'est ensemble tous. Quand on prend un protocole, on a lu le protocole et on sait que les engagements ont été pris. On sait que des citoyens vont saisir cette cour-là. Ça veut dire qu'on s'attend quand même à des décisions données. Mais bon, quand c'est vrai qu'on dit que c'est, gouverner, c'est... Non, c'est pas prévoir, c'est une succession, ça dit que c'est une suite. D'autres personnes, donc ce n'est pas le gouvernement en place. Oui, c'est d'ailleurs le gouvernement en place donc qui a donc signé ce protocole. D'ailleurs, c'était en 2016, si je ne me trompe. Et donc, quelques années plus tard, le gouvernement sort de ce protocole. Je pense quand même que je pensais que c'était un autre gouvernement qui avait signé ce protocole, mais non. Même si il faut comprendre que cette Cour avait donné raison à notre chef d'État quand il était en exil en France. Cette même Cour avait donné raison, avait condamné l'État béninois dans le temps sous Yahya Boni. Donc c'est normal qu'à l'arrivée de Patrick Talon... C'était la CCGA, c'est la CCGA. Voilà. Donc, ce qui est su aujourd'hui, le Bénin s'est retiré de ce protocole. Les citoyens béninois n'ont plus cette possibilité de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire vient d'emboîter le pas, bien sûr, au Bénin. Et puis ça nous permet rapidement de faire la transition, cette condamnation. Guillaume Soro, le paquet ivoirien, avec qui a donc 20 ans de prison contre l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, 4,5 milliards d'amende, privation de liberté et autres. Alors, Hippolyte Rouanou, comment peut-on interpréter cette décision rendue par la justice ivoirienne contre Guillaume Soro? Est-ce ici simplement une décision de justice ou carrément, et bien sûr, on l'enterre politiquement? Au fait, si je vais répondre à votre question, je dis tout simplement que Ouattara a la prétention d'enterrer politiquement Guillaume Soro. Parce que lui-même, il a déjà déclaré qu'il s'en va, qu'il ne va pas briguer un troisième mandat. Il a pris son défunt, qui est le Premier ministre Koulibaly. Si lui-même n'est plus candidat, quel est alors l'intérêt de... Il a l'intérêt parce qu'il est parti tout en laissant son défunt là, qui est son Premier ministre maintenant, Koulibaly Gon. Donc, on connaît Guillaume Soro. On sait quel poids politique il a. On connaît que Guillaume Soro, c'est un phénomène politique en Côte d'Ivoire. Il a fait pratiquement avec tous les régimes. Il connaît les rouages. Et Ouattara sait de quoi il est capable si effectivement il avait la plénitude de sa liberté pour aller aux élections. Donc la décision là que vient de prendre, la justice ivoirienne, c'est une décision vraiment qui n'est pas applaudie.
Et ça sent mauvais. Ça sent mauvais dans la mesure où quand on est sous nos tropiques ici, et on est au pouvoir, on veut partir, ou bien on est candidat, on ne veut pas laisser la main libre à d'autres citoyens aussi qui ont la capacité, mais la volonté d'y aller. Donc ça ne va pas. Et je pense que la Côte d'Ivoire peut à tout moment revoir cette copie. Parce que Guillaume Soro, comment dire, l'actuel président ivoirien, Alassane Ouattara, peut gracier tout simplement Guillaume Soro de cette affaire. Parce que, quoi qu'on dise, le gars même, quand il a été condamné, ses premiers mots, il était encore serein, je parle de Guillaume Soro, il a dit que lui sait qu'il va aux élections. Et il a même qualifié cette décision de décision illégitime. Et tout ça, là, ça ne va pas. Et on sait que le gars, il a été le chef de la rébellion ivoirienne. Mais un rebelle qui s'en va, mais qui veut revenir affronter, on voit ce que ça donne. Mais c'est grave. C'est grave pour la Côte d'Ivoire. Si nous nous en tenons compte à son histoire, on sait comment Guillaume Ouattara était arrivé au pouvoir et veut partir maintenant. Est-ce qu'il va partir de façon pacifique ou de façon violente? Bon, oui, ainsi comme le disent les Anglais, attendons de voir. Mais nous aurions aimé quand même qu'il puisse quand même revoir sa façon de faire avant de partir. Parce que c'est comme on le dit dans nos langues ici, il veut donner de mouton à quelqu'un tout en tirant la corde. En fait, le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, même c'est avec les 10 ans de Ouattara, le processus enclenché est toujours en cours et des décisions pareilles risquent quand même, à Anomori Agua, de faire dégringoler un peu ce qui a été construit pour la paix en Côte d'Ivoire depuis ce temps. En tout cas, c'est une décision qui a surpris. Et Ouattara, même pour lui, l'état de droit est définitivement enterré en Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara. C'est ce qu'il a dit. Pour plutôt Soro. Je pense quand même que cette décision, je n'irai pas par le dos de la cuillère, cette décision, elle est une décision politique. Elle est une décision politique et c'est clair. Vous voulez dire que la justice c'est indiscutable. Complètement manipulée. C'est indiscutable. La justice est utilisée contre les acteurs politiques et les opposants politiques en Côte d'Ivoire, c'est bien cela? On peut le dire parce que qui nomme ceux-là qui vont s'asseoir pour dire la justice. Ils se disent quelque part qu'ils sont redevables à celui qui le nomme, alors que normalement, c'est des choses que nous devons d'ailleurs corriger chez nous en Afrique. Malheureusement, on parle de séparation de pouvoir, mais est-ce que cette séparation de pouvoir, elle est réelle? Nous sommes des humains. Et donc, on se doit, même notre subconscient se dit qu'on doit quelque chose à celui qui nous nomme à des places données. Et donc, on peut dire sans se tromper que cette décision, elle n'est pas une décision... Voilà, où on dit que le droit a été dit. C'est devenu une habitude en Afrique avec les présidents africains. On essaie d'étouffer les opposants. Oui, on essaie de... Alors pourquoi c'est devenu une habitude en Afrique? Non, mais quand on utilise la justice pour bloquer, éliminer de la compétition électorale. Vous et moi, on n'a jamais été président, mais on sait quand même qu'à ces niveaux-là, c'est le haut niveau, vous devez assurer votre arrière. Il faut le reconnaître. Vous devez assurer votre arrière. Mais si vous faites une bonne gestion, qu'est-ce que vous appelez bonne gestion? Qu'est-ce que vous appelez bonne gestion? Voyez-vous comment Ouattara est arrivé au pouvoir? Qu'est-ce que vous appelez bonne gestion? C'est à cause de Ouattara que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Blé Goudé sont toujours gardés dans les liens de la justice internationale. Tout ce qui se passe maintenant avec Guillaume Soro, c'est une manière aussi de distraire le peuple ivoirien. Parce que le peuple tient toujours au retour du moins de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Donc, la décision qui vient d'être, la décision qu'ils ont prise maintenant là, est en train d'étouffer le retour. Pour ce qui alimente le débat sur le territoire ivoirien maintenant, c'est la condamnation de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Donc, ça ne va pas. Pour répondre à votre question, c'est pour vous dire quoi? Si quelqu'un arrive à céder au pouvoir, c'est une grâce divine. On ne devient pas, n'importe qui naît
élu président. Toute autorité établie par Dieu. Toute autorité établie par Dieu, dit-on souvent. Donc, nous, si quelqu'un arrive à accéder à ce niveau, qu'il veuille quand même gérer le pays de la manière la plus simple. Ne pas commettre des actes de barbarie, de pas, c'est-à-dire opprimer son peuple. Et pour douter maintenant de son arrière, comment dire, de son départ. Pour dire, si je vais maintenant, les actes qu'il avait posés vont me rattraper. Et je pense que c'est ce à quoi est en train de penser Ouattara. Et c'est pour pallier à cette interrogation qu'il est en train quand même de vouloir écarter les grosses cylindrées de la politique ivoirienne pour que, après que son dauphin serait élu par un formalisme en octobre 2020, il puisse être dans un fauteuil. Il sera assis bien vautré dans son fauteuil d'ancien président pour diriger encore un peu la Côte d'Ivoire. Et c'est grave pour la démocratie en Afrique. Je voudrais rebondir sur un aspect soulevé par Hippolyte. C'est une politique d'exclusion, il faut le dire. Et vous l'avez dit, pour un pays qui sort de plusieurs années de guerre et dont on connaît l'histoire, on est parti de l'ivoirienneté ou justement, il faut être de père ivoirien ou de mère ivoirien. Et cette exclusion, et vous avez vu ce que ça nous a conduit. Et maintenant, plusieurs années après, on revient encore à une exclusion. On nous dira que le droit a été dit. Et donc, Guillaume Soro, qui a construit en tant que Premier ministre un bâtiment à valeur de 1,5 milliard, et donc on a fait des enquêtes, c'est un détournement. On a trouvé tout ce qu'il faut, les chefs d'accusation. Et donc, aujourd'hui, il est à l'extérieur, on lui interdit le retour dans son pays et finalement, on le condamne. Je pense quand même qu'il ne faudrait pas que le Côte d'Ivoire soit à nouveau embrasé. Puisque le peuple, vous l'avez vu sur les écrans de télévision, ils ont suivi de très près la justice rendue à la Haye. Et donc, je pense quand même que le peuple tient encore par exemple, Gbagbo, à Blé-Goudé. Et donc, si aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent pas rentrer chez eux encore et que s'ajoute cette décision d'exclusion, on ne sait jamais d'où ça part. Je pense quand même que le président Ouattara, je ne sais pas s'il contrôle tout, mais si véritablement il contrôle, c'est parce qu'il contrôle tout qu'il prend ces genres de décisions. Peut-être qu'il sait sur quoi il compte. Que c'est la justice ivoirienne. C'est la justice ivoirienne. Quand un aveugle vous dit qu'il veut vous lancer une pierre, quand un aveugle vous dit qu'il veut vous lancer une pierre, il faut savoir qu'il a déjà le pied sur la pierre. Donc, la Cour africaine il sait sur quoi il compte. Le peuple critiqué aujourd'hui au Bénin, le Bénin qui s'est retiré, on l'a dit tout à l'heure, mais cette Cour a donné l'annulation quand même de cette décision prise par le parquet ivoirien contre Guillaume Soro. Et la réaction des autorités ivoiriennes là-bas, c'est se retirer également. Oui, non, alors, justement, est-ce que c'est quand ça arrange un État que l'État respecte ou accepte les décisions de la Cour? On peut le dire comme ça, parce que quand la Côte d'Ivoire s'est opposée à la décision prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est quelques jours après que la justice ivoirienne a condamné maintenant Guillaume Soro. Donc, ça veut dire que quand cette Cour, qui est une Cour panafricaine, auquel les pays membres ont volontairement acquiescé, ont adhéré au protocole, se retire maintenant, ça veut dire qu'il y a mal donne. C'est que nos États ne sont même pas prêts pour faire taire un peu leurs égos au plan national, pour pouvoir avoir une justice commune panafricaine solide. Donc, ce qu'on peut conclure à travers ce qui a été passé, ce qui se passe actuellement, du moins en Côte d'Ivoire, on peut conclure quand les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'arrangent pas un État, l'État se retire tout simplement. Et c'est vraiment grave pour nous qui en sommes les citoyens lambda. En tout cas, on lit les politiques qui se ressemblent un peu. Parce qu'il y a 20 ans dans un pays, il y a 20 ans dans un autre pays, il y a deux pays qui se retirent de la CHDHP. Ça peut être des concours de circonstances. C'est des décisions jumelles. Ça peut aussi des décisions qui coïncident à un moment T. Donc, je pense quand même qu'on peut ne pas dire qu'il y a un pays qui forcément emboîte les pas de l'autre, mais c'est des coïncidences. On peut mettre ça sous le mais Maurice Agua, je ne serai pas d'accord avec vous dans la mesure
Moi, je dirais tout simplement que par rapport à cette décision que vient de prendre la Côte d'Ivoire hier seulement, on peut dire que la Côte d'Ivoire est un bon élève du Bénin. Ah, ça c'est vous qui Côte d'Ivoire est un bon élève. lâchez. Si, c'est un bon élève. C'est un bon élève. Si l'État n'est pas d'accord par rapport à une décision, c'est au retire du protocole qui le lie à cette juridiction. C'est ça que le Bénin a fait. Et il a emboîté le pas de la façon la plus honorable. Denis me fait signe que c'est fini pour le forum de la rédaction. En tout cas, vous l'avez dit, c'est votre conclusion. Si. À vous, En tout cas, Anou Moriagua, une conclusion. En tout cas, on dit, 3 points de suspension. On dit que la Côte d'Ivoire est un bon élève du Bénin. Bon, ça veut dire quand même que le Bénin fait quand même... fait des percées. Fait des percées. Et qu'on a maintenant des élèves... Vous voyez, savez, indiscutable déjà sur le plan de la gestion de la crise de Covid-19. Le Bénin aussi est bon élève de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui montre que le Bénin se révèle effectivement au monde. J'ai tout dit. Ça, c'est le Bénin révélé. Le Bénin révélé. Voilà. On se révèle la plus honorable au monde. Merci, Pauline Ouanou, directeur de publication du quotidien Nouvelle Élite. En face de vous, Anou Moriagua, journaliste Eden TV, Diaspora FM, l'équipe technique de réalisation, Martin Toïssin, Denis Maroya, Chimène Claudia Dossou, donc assuré, sous la supervision de Igor Ntonji. Merci à toutes et à tous. C'était le forum des rédactions. Rendez-vous très prochainement sur les écrans de Eden Télévision. Au revoir.